est-ce que les Occidentaux sont prêts à agir, à être plus offensifs? C'est ce qui se passe en Géorgie. Regardez les manifestations. Il est 3 heures de plus en Géorgie, donc il est très tard en Géorgie, mais ce sont les images de tout à l'heure, là. L'immense foule dans les rues de Tbilissi, la capitale. Ce sont les pro-européens qui estiment qu'on leur a volé cette élection. Regardez cette image de drone. Je sais pas combien de personnes sont là. C'est un petit pays, la Géorgie. Hein. Le fait qu'il y ait une telle masse... C'est comme la Lettonie ou les Lituanie. Voilà, une telle masse de gens qui sont inquiets. Les chars russes sont à 40 km. Hein. Si les chars russes peuvent arriver... Sauf que, normalement, ni l'Ossétie du Sud, ni Abkhazie ne sont pas annexés par la Russie, mais l'armée russe est présente, effectivement. D'ailleurs, vous savez, pendant la guerre de 2008, les chars sont arrêtés à 25 km de Tbilissi. Hein. C'est très très vite. Pour un char, c'est 3 heures de marche. Hein, et ils étaient à Tbilissi. Mais c'est vrai que là, c'est quelque chose qui s'est passé ce dimanche. C'est les élections qui sont truquées. Mais en même temps, en fait, la Géorgie, c'est 50-50. C'est le pays divisé en deux. Donc, bon, oui, l'Ukraine, c'est 20-80. Actuellement. Écoutez nos envoyés spéciaux. Claire Cambier, elle est avec Vincent Wartner. Elle était là, au milieu des manifestants. Écoutez-la. Oui, bien, on a assisté à une manifestation pacifique, dans le calme. Vous le voyez, il n'y a plus grand monde sur la place, mais on a rencontré un petit peu de tout, des jeunes, des familles, des personnes âgées qui nous ont dit vouloir se battre pour l'avenir de leur pays. Alors, rendez-vous qui était donné ici, devant le Parlement géorgien, hein, le lieu de rendez-vous habituel des manifestants pro-européens. Et puis, vous le voyez sur ce Parlement, il y a ces tags. On peut lire « Liberté, non au régime russe ». Tout à l'heure, les pancartes brandies par les manifestants, elles mettaient surtout en avant les fraudes qui auraient entaché les élections législatives, voleurs de vote, pouvait-on lire sur certaines. Et puis sur l'estrade qui a été posée devant ce Parlement, eh bien, sont intervenus les représentants des partis d'opposition, les 4 partis politiques qui s'étaient alliés pendant la campagne et qui ont annoncé qu'ils boycotteraient le Parlement. Leurs députés ne siégeront pas ici. Du côté des manifestants, on espère que les preuves que ce vote a été entaché d'irrégularités, eh bien, seront mises à jour, que de nouvelles pourront être organisées, et ils ne comptent pas lâcher l'affaire. Hein. Il y a déjà les étudiants qui appellent à une nouvelle manifestation demain. Sergei Girnov. Vous savez, ils appellent à la nouvelle manifestation, mais le problème, c'est que celle-ci d'aujourd'hui, moi je m'attendais à la voir toute la nuit, voir comme chez les Ukrainiens, le Maïdan, installé sur l'avenue Châtelet-Roustavel, qui est la principale artère de Tbilissi, et qui donc passe devant le Parlement. Mais là, ils se sont réunis, ils ont prononcé de beaux discours, bien évidemment, enfin, ils ont raison, parce qu'il y a quand même 3 présidents géorgiens. La Géorgie a connu 5 présidents. Mais pardon, ce que vous dites est terrible. Vous dites que si très vite les Géorgiens ne se réveillent pas, ça risque simplement de passer. Ça veut dire qu'ils ont accepté. Ça veut dire que s'ils n'étaient vraiment pas d'accord, ils seraient restés toute la nuit. S'ils sont partis, c'est qu'en fait, ils ont accepté déjà. On voit le Russe qui a la longue pratique des coups d'État et de la résistance aux coups d'État, hein, parce qu'effectivement, il ne faut pas... C'est comme à Bucarest en 1989. Ça veut dire que le peuple ne veut pas soutenir les politiciens. Il y avait des politiciens qui étaient là, ils ont fait des déclarations qui étaient fortes, parce qu'il y a les 4 partis d'opposition qui ont dit on ne va pas exercer nos mandats, même s'ils ont gagné ces mandats. Donc ils pouvaient être des députés. Mais le peuple n'est plus là. Est-ce que si les chars russes arrivent là, est-ce que l'OTAN réagira? Sur notre antenne tout à l'heure, Jean-Nicolas disait non. Mais écoutez d'abord... Mais les chars russes ne vont pas arriver là. Hein. Alors, on va poser la question. Écoutez d'abord Salomé Zourabichvili, c'est la présidente de la Géorgie. Interview exclusive tout à l'heure sur LCI. Elle est là, il faut la situer. Elle est dans son palais, au milieu de cette capitale, avec un pouvoir qui semble hésiter, mais en fait les pro-russes... C'est elle qui a appelé à la manifestation, notamment. Qui a appelé à la manifestation, et elle parle ce soir du bourrage des urnes, tous azimuts, dit-elle. Donc il y a la fraude, je dirais, un peu classique, traditionnelle, le bourrage des urnes dans les régions rurales où il y a moins d'observation. Il y a aussi l'intimidation des électeurs avec des groupes de jeunes plus ou moins drogués qui viennent se promener aux alentours des bureaux de vote. Il y a l'intimidation des employés du secteur public, ça c'est beaucoup plus sérieux.
Voilà, elle disait bourrage partout, hein, fraude partout, Non, pas en tout partout, cas. mais il y a eu pas mal, donc il y a eu même des vidéos. Alors arrêtons-nous un instant sur cette image, parce qu'elle est vraiment tellement incroyable, hein, elle a beaucoup circulé. L'OSCE est plus prudente, mais cette image-là, où on voit qu'ils remplissent vraiment avec une certaine ferveur. Hein. D'ailleurs, à cet endroit-là, ils ont annulé en fait le résultat de vote. Oui, c'est la moindre des choses, si je peux me permettre, parce que là, c'est pas la discrétion. Le bourrage des urnes, il s'est passé dans les parties rurales. Donc en fait, dans les grandes villes, c'est l'opposition qui a gagné. Tbilissi, en fait, il y a une dizaine de grandes villes en Géorgie. Dans la partie rurale, donc il y a eu des fraudes. Le problème aussi pour Madame. Mais pardon, si on reste un instant sur cette image, j'aimerais que vous restiez un instant, parce qu'elle est tellement hallucinante. On rappelait tout à l'heure avec Alain Bauer la Tintin chez les Soviets. C'est pas jeune, hein, où on voit l'officier, votre prédécesseur du GPU, de la GPU, hein, oui, c'est ça. Il dit votez, allez-y, et puis il a un pistolet, il a un Mauser, et avec son Mauser, il menace les gens qui vont voter. On n'est pas très loin de ça. Hein. En URSS, l'élection, en fait, le vote était l'obligation. C'était pas un droit, hein. C'était l'obligation. Non, mais c'est vrai Ce sont des sociétés. Pardon. Ce sont des sociétés post-soviétiques en réalité. Vous avez une jeunesse qui est beaucoup plus européanisée et qui a envie de démocratie, mais vous avez une grande partie de la population qui est très proche de ce qu'étaient les soviétiques. Et on avait fait, il y a une dizaine d'années, non, il y a en 2018 à Moscou, une réunion des ambassadeurs de la région. Et notre ambassadeur en Géorgie nous disait à quel point les relations entre les Russes et les Géorgiens étaient chaleureuses, importantes et autres. Donc vous avez une bonne partie de la population qui se satisfait très bien de cette relation avec Moscou. Est-ce qu'il y a aussi un petit côté baise la main que tu n'oses mordre quand on a un voisin tellement puissant et puis qu'on sait qu'on ne sera pas forcément défendu par l'Occident? Mais vous savez, là, c'est le cas aujourd'hui. Mais par exemple, il y a eu évidemment 2008, mais les choses s'étaient améliorées ensuite. Et il y avait un tourisme très important des Russes en Géorgie. Et les Géorgiens en avaient besoin sur le plan économique. Donc effectivement, ça continue d'ailleurs. L'Abkhazie, pour Poutine, si on se met à la place de Poutine ce soir, ces images-là, évidemment il y a de la résistance, mais quand il entend, il voit bien qu'on dit en Occident, de toute façon on n'interviendra pas, on fera rien. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance qui régnait en 2014 quand les Ukrainiens se sont dressés place Maïdan. L'ambiance, la puissance de l'Occident, ça n'a rien à voir. Là, les Géorgiens savent très bien qu'il y avait des observateurs de l'Union européenne qui sont rentrés et qui ont demandé qu'on enquête sur les fraudes. Voilà, c'est ça que fait l'Europe. À ce moment-là, pas grand-chose. Pas grand-chose. On se rappelle, la fameuse formule de Claude Chesson, c'était pendant la Pologne, bien sûr, nous le ferons. Où l'ours soviétique, à l'époque c'était l'Union soviétique, et Claude Chesson avait dit, bien entendu, nous ne ferons rien. On a l'impression qu'en 2024, c'est encore d'actualité. Mais oui, d'autant que, effectivement, comme disait Sergueï Girnov, le fait qu'il ne soit pas resté ce soir, quand même, les manifestants, symboliquement, c'est très fort. Alors on verra s'ils reviennent demain, mais en gros, ce qu'ils souhaiteraient, c'est de nouvelles élections avec beaucoup plus d'observateurs pour empêcher notamment le bourrage des urnes qu'on a vu. Mais qui va le décider, qui va appuyer leurs demandes, ça paraît un peu perdu d'avance s'il n'y a pas plus de mobilisation. Et puis quand on sait que celui qui préside actuellement l'Union européenne, un certain Viktor Orban, alors évidemment c'est un personnage particulier, le Premier ministre hongrois, mais il s'est précipité aujourd'hui quand même à Tbilissi pour saluer la grande réussite de ces élections. Alors, les autres Européens se sont désolidarisés, mais c'est ce que vous dites. Et après, ils vont faire quoi? En fait, ils vont sûrement pas intervenir. Donc, les Géorgiens, on leur sort entre leurs mains. Mais si effectivement, ils ne restent pas mobilisés durant des jours et des jours, il ne se passera sûrement rien. Nous ne sommes même pas capables de mettre Viktor Orban dehors, en fait. On est dans un système qui est à ce point impuissant et gangréné que quelqu'un qui lutte pied à pied à tous les niveaux contre le système continue d'en faire partie et de parler en son nom. C'est presque un gag. Écoutez Peskov, porte-parole du Kremlin, qui réagit à la situation sur place et à l'accusation de l'Occident de dire que c'est Poutine qui a mis sa main dans le scrutin. Des tentatives d'ingérence sont également visibles à l'œil nu, mais pas depuis la Russie. Il s'agit d'un grand nombre de forces provenant de pays européens qui ont essayé d'influencer le résultat de ce vote. Nous n'interférons pas dans les affaires internes géorgiennes et nous n'avons pas l'intention de le faire à l'avenir.
Vous savez, là où il y a le paradoxe, c'est qu'en fait, vous avez parlé effectivement que encore en Géorgie, il y a des gens qui sont les soviétiques, enfin, qui sont les anciens, qui ont la nostalgie. La Géorgie, avant la fin de l'Union soviétique, c'était la première république dans laquelle il y a eu la révolte contre le pouvoir central. En fait, c'est en Géorgie qui s'est passé. D'ailleurs, il y a eu un massacre justement sur avenue Chota-Rustaveli sous Shevardnadze. Et maintenant, on voit ça. Et Orban, c'est la même chose. La Hongrie, 56, les chars soviétiques en 56. Et maintenant, c'est Orban qui est le meilleur ami de Poutine. Vous voyez, on arrive à des choses complètement incompréhensibles, en fait, au niveau de réaction. C'est malheureusement assez compréhensible. C'est que les gens, ils vivent dans un monde réel. Si regardez les sondages et que vous discutez avec la jeunesse, etc., à 80%, ils préféreraient, ils le disent, ils aimeraient bien vivre en Europe, mais ils ont un voisin qui est quand même un peu envahissant, si je puis dire, puisqu'il y a quand même leur char effectivement à 40 km et qui occupe déjà 2 régions de la Géorgie depuis 2008. Oui, 20%. Rappelons-le, 20% du pays. Mais parlons-en, pardon. Poutine, ce que Poutine est en train de réussir là, c'est-à-dire là, ces images-là, ce moment à Kazan, on a parlé, si on met bout à bout tout ce qu'on a dit, les progressions territoriales, même si elles sont mineures, dans le Donbass, l'axe avec la Corée du Nord et maintenant la Géorgie, qui semble être un petit morceau qu'il est en train de s'offrir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, il a deux leviers, carotte, bâton. D'accord ? La carotte, c'est l'oligarque qui est le patron du parti en question, qui vient de se proclamer vainqueur, mais il l'est peut-être. À 25% en fortune personnelle du PIB du pays. C'est lui qui, en fait, emploie la plus grande partie des gens. Et le plus gros employeur derrière, c'est l'État qui est affilié au parti. Donc les gens, ils veulent aussi croûter. Et ils se disent, bon, grosso modo, si on prend l'Europe, on perd notre boulot et on va se prendre les chars russes. Honnêtement... Canard, les gars, mais il ne faut pas les prendre non plus pour des neuneux, et surtout qu'ils savent qu'on ne va pas intervenir derrière. Donc oui, le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est rentré dans un monde où on a la carotte et le bâton. Nous, on pense encore qu'on a la carotte, et encore, c'est mieux si c'est nous qui l'avons, parce qu'on ne veut pas se payer des armes, on ne veut pas le donner à n'importe qui, et le bâton... il est quand même bien rikiki. Donc, évidemment, qu'est-ce que vous allez négocier avec des Chinois, des Iraniens, des Turcs, des Russes, etc., qui vous regardent, vous arrivez avec vos petits costards Armani, vos pompes pointues, etc., et vous faites 1m60 tout mouillé, et vous êtes face à Lavrov, machin, etc., qui vous regarde, qui dit, mais bien sûr, viens donc pour petit, on va parler. Non, mais c'est ça le sujet aujourd'hui. Il y a peut-être un moment où... Vous faites beaucoup rire Sylvie Berman, parce que l'apparition en chaussures pointues, en cuir, face à ces empereurs, parce que la liste des empereurs qui est là, effectivement, c'est Poutine, Erdogan, c'est pareil. Erdogan occupe illégalement Chypre, et on le rappelle, l'Europe s'est complètement couchée devant lui. Couchée. Absolument. Oui, c'est pire que ça. C'est que, je crois, il me semble que c'était Giscard qui avait demandé à ce que Chypre rentre dans l'Union européenne, même si elle était divisée. Donc il n'y avait plus après, pour le coup, de carottes au bâton. On pense qu'il n'y a que la magie du verbe. Eux, ils sont un peu dans le réel quand même. Ce moment que nous allons vivre, est-ce que vous pensez que c'est un moment de basculement ? C'est-à-dire le fameux, ça a beaucoup servi, mais cette idée qu'il y a un moment occidental qui en tout cas prend fin ou se relativise. Oh, mais je crois que ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps que ça, mais effectivement, la guerre en Ukraine est un catalyseur. C'est-à-dire, soit l'Ukraine arrivait véritablement à se défendre ou à être en position de force dans la négociation, et dans ce cas-là, l'Union européenne qui l'aidait et les États-Unis aussi étaient en position de force. Là, effectivement, il y a un basculement. Et comme le disait Mahbub Mani, qui est un auteur singapourien, il a dit c'est la fin de la parenthèse occidentale. Mais peut-être que pas la fin, mais en tout cas, il y a un affaiblissement effectivement de l'Occident. Peut-être que une montée en puissance une montée en puissance de la Chine, de la Russie, de l'Iran aussi. Enfin, de tous ces néo-empires. Peut-être que paradoxalement, finalement, la Géorgie, on l'a plus perdue que l'Ukraine. Parce que, même si la situation semble terrible aujourd'hui en Ukraine, on peut imaginer que dans pas longtemps, il y aura un morceau d'Ukraine très significatif, viable, en Europe, démocratique et
très financés. Et qui attendez, vous dites un morceau. Et qui sont pas prêts de lâcher le morceau. Attendez, pardon. Vous dites un morceau. On partait du principe que ce serait toute l'Ukraine. Non, ça c'est pas possible. Comment c'est pas Dans les possible? rêves. C'est pas possible que les Russes ukrainiens reprennent. Dans les rêves. Dans les rêves. Oui, Sergei Girnov dit dans les rêves. Oui. Disons, vous savez déjà pourquoi je suis absolument d'accord avec vous, Stéphane, parce que en fait la Géorgie, vous dites dans les rêves. mais je reviens. En fait, la Géorgie, c'est la plus grande symbolique. Oui, attendez, 2008, Poutine occupe 20% de ce pays, et ce pays se couche et dit on trade ce 20% contre la paix. Et l'Ukraine est en train d'arriver au même endroit. Et en fait, le truc, c'est que comme on ne délivre pas les armes à l'Ukraine, à un moment donné, l'Ukraine sera obligée de dire bon, il a 20% de notre territoire, mais si l'Occident nous promet qu'on nous prend avec le reste, avec les 80% comme Chypre, on nous prend sans la moitié, enfin sans les 20% de notre territoire, on nous prend à l'OTAN, on nous prend en l'Union européenne, et là on s'arme, on s'ancre dans l'Europe, et les 20%, bon, ce sera le rêve, ce sera le bras coupé, et on va pleurer. Je suis obligé de vous dire qu'il y a un changement de discours. C'est pas un changement de discours. Ce discours, il a toujours été là. Mais pas vraiment, je me rappelle. Alain Poédi avec raison, disant sur ces plateaux, c'est du défaitisme, c'est du pétainisme. Quand on défend son pays, c'est jusqu'au dernier centimètre carré. On n'imagine pas que les Français auraient dit oui, on est content, il y a une partie du territoire qui est libérée. Non, c'est pas possible. L'Alsace et la Lorraine, on l'a perdu pendant un temps, on l'a récupéré ensuite. C'est l'histoire. Il faut penser le temps long.